Il était exactement 21h12 lorsque M. d'Harcourt s'effondra face contre son assiette, le front dans la purée. Le silence qui suivit fut plus glaçant que le cri aigu de sa belle-sœur, le bruit d'une fourchette tombant sur une assiette, un soupir étranglé, et puis plus rien. Même le vieux coucou suspendu au mur sembla s'arrêter net, comme s'il avait lui aussi compris qu'il venait de se produire quelque chose d'irréversible. Ils étaient 7 autour de la table. À présent, ils n'étaient plus que 6 à respirer. Le dîner avait été simple, comme toujours chez les d'Harcourt. Un potage aux poireaux, du cabillaud à la crème, des pommes de terre vapeur. Mais c'était surtout la discussion qui avait rendu le repas indigeste, car ce soir-là, M. d'Harcourt avait déclaré, le regard sombre et la voix tremblante, qu'il comptait révéler un secret, pas n'importe lequel, un secret qui changerait la vie de plusieurs d'entre vous, avait-il précisé. Et maintenant, il était mort. Le médecin du village, le docteur Regrin, arriva une quinzaine de minutes plus tard. Il était vêtu de son éternel manteau de laine râpée et tenait son stéthoscope comme un prêtre son chapelet. Il s'inclina devant le corps de d'Harcourt, observa la scène avec le regard vide d'un homme trop habitué à la mort, et murmura d'un ton neutre. « Il n'a pas souffert. » Puis, il releva les yeux vers la table. Il y avait encore de la vapeur s'échappant du plat principal, une assiette retournée, une trace de vin sur une serviette. Mais ce qui frappa Lucien Marval, c'était le regard de Juliette, la nièce du défunt, figée, blême, presque soulagée. Lucien Marval n'était plus inspecteur depuis 6 ans. Il s'était installé dans ce petit village de la vallée de l'Oise pour y trouver la paix, loin de la poussière des commissariats et des cadavres. Mais ce soir, il sentit à nouveau l'ancien frisson lui parcourir l'échine. Il observe la scène en silence. Personne ne disait un mot, pas même l'épouse de d'Harcourt, Catherine, pourtant d'habitude si prompte à commenter chaque mouvement. « Personne n'a touché à sa coupe de vin ?» demanda soudain le médecin. Un hochement de tête négatif général. « Et le dessert ? Il n'a pas eu le temps d'y goûter, » dit Juliette d'une voix faible. « C'est donc une crise cardiaque ?» demanda timidement Étienne, le jeune homme blond assis à l'extrémité de la table. Regrin hésita, puis il déclara « Il faudra faire une autopsie. Rien ne me dit que c'est naturel. » Et là, tous les regards se tournèrent vers Lucien Marval. Le lendemain matin, la pluie frappait les vitres du salon comme pour effacer la nuit précédente. Marval n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit à relire ses anciens carnets d'enquête, comme pour réactiver une vieille machine rouillée. Il n'avait pas encore décidé s'il allait s'impliquer. Après tout, ce n'était plus son rôle. Mais à 9h, on frappa à sa porte. C'était Juliette. « Monsieur Marval, je sais que vous n'êtes plus en service, mais vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Mon oncle ne serait pas mort ainsi sans raison. Quelqu'un a voulu l'empêcher de parler. Elle tenait dans sa main une lettre, pliée à la hâte. C'est moi qui ai retrouvé ça dans le tiroir de son bureau ce matin. Il n'a pas eu le temps de la poster. » Lucien ouvrit la lettre. Elle était adressée à Maître Aubranc, le notaire de la famille. « Cher maître, je vous écris car j'ai enfin décidé de tout révéler concernant l'affaire du domaine des Lilas. Il est temps que la vérité éclate, quelles qu'en soient gaies les conséquences. Demain, je réunirai la famille. Après cela, je viendrai vous voir avec tous les documents. » La lettre s'arrêtait là. Le domaine des Lilas. Le nom éveilla un souvenir lointain dans l'esprit de Marval. Un procès avorté. Une querelle entre héritiers. Une vente mystérieusement annulée. « Juliette, » dit-il en lui rendant la lettre, « vous me donnez là une très bonne raison de reprendre du service. » Elle baissa les yeux, émue. « Il faut que vous découvriez la vérité, monsieur Marval, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'un autre ne meure. » Marval passa la journée à interroger discrètement les membres de la famille. Il apprit que d'Harcourt avait eu un appel téléphonique très étrange 2 jours avant sa mort.
Il s'était enfermé dans son bureau pendant plus d'1 heure et en était ressorti livide. Il avait même annulé une réunion prévue de longue date avec le maire du village. « Vous pensez qu'il a été empoisonné ?» demanda Catherine, en observant Marval avec un curieux mélange d'anxiété et de défi. « Je ne pense rien encore, madame, » répondit-il calmement, « mais je compte le savoir. » Le soir même, alors que le manoir s'enfonçait dans le silence, Lucien Marval se rendit dans le bureau du défunt. Il voulait comprendre ce que d'Harcourt comptait révéler. En feuilletant les papiers du tiroir, il découvrit une photo ancienne, jaunie par le temps. Dessus, on voyait 6 personnes devant le domaine des Lilas, et parmi elles un visage bien connu mais totalement inattendu. Il fronça les sourcils. « Eh bien, qu'est-ce que vous faisiez là, vous ?»« Eh bien, qu'est-ce que vous faisiez là, vous ?» Zrenia, murmura Lucien Marval en fixant la photo. Devant lui, une vieille photographie en noir et blanc, légèrement gondolée, montrait un petit groupe de 6 personnes debout devant un grand portail en fer forgé, orné des lettres entremêlées, DL, domaine des Lilas. Les visages, bien qu'effacés par le temps, restaient reconnaissables. Il y avait bien sûr M. d'Harcourt, encore jeune et vif. À sa droite, un homme grand et mince, en costume 3 pièces, que Marval reconnut immédiatement. Maître Aubrancq, le notaire. 3 autres visages lui étaient inconnus, mais c'est le 6e visage qui attira son attention, Catherine d'Harcourt. Il fronça les sourcils. Elle avait juré, la veille, ne jamais avoir mis les pieds au domaine des Lilas. Pourtant, elle était là, debout, entre 2 hommes, un bras glissé dans celui de son mari, un sourire crispé sur les lèvres. « Pourquoi mentir à ce sujet ?» souffla Marval en glissant la photo dans une enveloppe. Le domaine des Lilas semblait être la clé de toute cette affaire. Le lendemain matin, Marval décida de rendre visite à Maître Aubrancq. Le notaire l'accueillit avec la politesse distante d'un homme habitué à ce qu'on vienne frapper à sa porte, uniquement lorsqu'un secret menace d'éclater. « Je m'attendais à vous, monsieur Marval, » dit-il en refermant doucement la porte de son bureau. « Alors allons droit au but, maître. Que s'est-il vraiment passé au domaine des Lilas ?» Le notaire esquissa un sourire presque amusé. « Ce que vous demandez là remonte à bien longtemps, et je ne suis pas certain d'avoir l'autorisation d'en parler. Monsieur d'Harcourt est mort. Subitement. La veille, il vous écrivait une lettre annonçant son intention de tout révéler. Si vous ne parlez pas maintenant, d'autres tomberont peut-être. » Un silence s'installa. Puis, lentement, Maître Aubrancq se leva, se dirigea vers un tiroir fermé à clé, en sortit un mince dossier jauni. L'affaire remonte à près de 20 ans. Le domaine des Lilas appartenait à la famille Lequien, des viticulteurs. Une vente a été conclue dans des conditions troubles. Monsieur d'Harcourt faisait partie des acheteurs, avec 3 associés. Il y a eu une disparition. Une disparition ? Le fils cadet des Lequien, Armand, 24 ans. Il s'opposait à la vente. Il a disparu la veille de la signature. Officiellement, il a quitté le pays. Mais officieusement, vous pensez qu'il a été tué. Je pense que quelqu'un a voulu le faire taire. Marval se redressa, les mains jointes. Et ce quelqu'un pourrait être parmi ceux qui dînaient au manoir avant-hier soir ? Absolument. De retour au manoir d'Harcourt, Marval fut accueilli par Juliette, la nièce, qui l'attendait sur le perron. « J'ai fait une découverte étrange, » dit-elle à voix basse. « Dans l'armoire de mon oncle, j'ai trouvé un carnet. » Elle lui tendit un petit cahier à la couverture de cuir usé. À l'intérieur, une écriture serrée, nerveuse. Ce n'était pas un journal, mais des notes d'enquête. D'Harcourt, visiblement rongé par la culpabilité, avait commencé à enquêter lui-même sur ce qui s'était passé au domaine des Lilas. Il y mentionnait des tensions, des menaces, et même une mystérieuse lettre anonyme reçue récemment. Il croyait que quelqu'un l'observait ces dernières semaines, murmura Juliette. Marval referma le carnet. Et maintenant il est mort. Il faut aller voir ce domaine.
Le jour même, Marval et Juliette prirent la route, longeant les bois brumeux qui entouraient le village. Le domaine des Lilas était aujourd'hui à l'abandon, envahi par les ronces et les herbes folles. Les volets clos, la peinture écaillée, la grille rouillée. « On dirait que le lieu lui-même garde le silence », dit Juliette en frissonnant. Ils pénétrèrent à l'intérieur. L'air sentait la poussière et l'humidité. Mais dans le salon, recouvert de toiles d'araignée, un élément attira l'attention de Marval, une vieille boîte en fer, dissimulée sous une latte de parquet disjointe. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des documents et une photo d'Armand Lequien. Sur le verso, une note griffonnée à la main. « Je sais ce qu'ils ont fait, et je ne me tairai pas. » Marval se figea. « Juliette, votre oncle n'était pas le seul à savoir. » De retour au manoir, Marval convoqua discrètement tous les invités du fameux dîner pour les réinterroger. Catherine, la veuve, prétendait toujours n'avoir jamais mis les pieds au domaine des Lilas. « Et ceci alors ?» demanda Marval en lui montrant la photo. Elle pâlit. Sa main trembla. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors expliquez-moi, car pour le moment, tout indique que votre mari allait révéler votre implication et que quelqu'un l'en a empêché. »« Je n'ai rien fait, je vous le jure !» Étienne, le jeune cousin, avoua alors qu'il avait entendu d'Harcourt se disputer violemment avec Catherine 2 jours avant le dîner. Une histoire d'héritage, de testament modifié, de menaces. Il disait qu'elle l'avait manipulé pendant des années, dit Étienne, l'air gêné. Ce soir-là, Marval resta longtemps assis dans le bureau du défunt, les documents éparpillés devant lui. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais il manquait encore le cœur de l'énigme. Une chose était certaine, quelqu'un mentait, et ce mensonge remontait à très loin. Soudain, un bruit dans le couloir, des pas furtifs, puis un cri. Marval se précipita hors du bureau. En haut de l'escalier, Juliette appelait à l'aide, et sur le sol de l'entrée, gisant inconscient, Maître Aubrand. Le corps de Maître Aubrand gisait au pied de l'escalier, une fine traînée de sang s'échappant de sa tempe. À ses côtés, une canne brisée et son chapeau de feutre noir, tombé de travers. Juliette, blême, fixait la scène, tremblante. « Il est encore vivant », souffla-t-elle. Lucien Marval se précipita pour vérifier. Une faible pulsation battait au creux du cou du notaire. « Appelez un médecin, immédiatement. » Quelques minutes plus tard, le docteur Valin, un vieil homme aux lunettes rondes, arriva en hâte. Après un examen rapide, il se redressa. Traumatisme crânien. Il a reçu un coup très violent, mais il s'en sortira. Qui aurait voulu le faire taire ? Murmura Marval, pensif. Aubrand était le seul, avec d'Harcourt, à connaître les détails de la vente du domaine des Lilas, et il avait justement accepté d'en parler. Trop tard, peut-être. Dans la nuit silencieuse, Marval s'enferma dans le bureau de feu d'Harcourt. Il relut le carnet retrouvé par Juliette, cette fois à voix haute, cherchant un fil entre les mots. « Ils n'ont jamais pardonné à Armand, mais il m'a écrit, il y a 1 mois. Il est vivant. Il veut que tout ressorte. » Marval s'immobilisa. Vivant, Armand Lequien, disparu depuis 20 ans, serait toujours en vie et s'apprêtait à revenir. Il parcourut les dernières pages du carnet. La dernière phrase, griffonnée à la hâte, fit naître un frisson dans son dos. « Je crois que je suis suivi. » L'homme au chapeau feutre est revenu. Le lendemain, un agent de la poste du village remit à Marval une lettre. Elle avait été envoyée 2 jours avant la mort de d'Harcourt. L'écriture était tremblante, la signature illisible. À l'intérieur, une simple phrase. « Le passé n'oublie pas. Ce que vous avez fait sera jugé. » Aucune adresse d'expéditeur. Mais au dos de l'enveloppe, un tampon. Pensionnat Sainte-Cécile, un établissement situé à une 30aine de kilomètres, fermé depuis 10 ans.
Marval fronça les sourcils. Encore un lien caché? L'après-midi même, il se rendit sur place. Le pensionnat Sainte-Cécile, ancien établissement pour jeunes filles de bonne famille, était en ruine. La grille d'entrée pendait de travers, les vitres brisées, les murs lézardés. Pourtant, quelque chose semblait habiter, comme si les murs murmuraient encore. Il pénétra dans le hall silencieux. Les carreaux craquèrent sous ses pas. Une odeur de poussière et de bois moisi emplissait l'air. Dans une ancienne salle de classe, il découvrit un bureau intact. Sur le tableau, à la craie, un message récent. « Tu ne trouveras pas la vérité sans souffrir. » Marval sentit une sueur froide dans sa nuque, et soudain, derrière lui, un bruit de pas. Il se retourna brusquement. Rien. Mais sur le rebord de la fenêtre, un objet. Un bouton de manchette gravé des initiales A.L. Armand Lequien. De retour au manoir, Marval convoqua à nouveau Catherine d'Harcourt. « Madame, pourquoi avez-vous menti sur votre présence au domaine des Lilas ?» Elle baissa les yeux, lasse. « Parce que j'ai honte. J'étais contre la vente. J'aimais Armand, autrefois. Et mon mari l'a trahi. Ils l'ont tous trahi. J'ai fui ce souvenir. J'ai voulu l'effacer. Vous l'aimiez? Était-ce réciproque? Oui. Mais il était trop fier, trop pur. Il refusait toute compromission. Et s'il revenait aujourd'hui? Elle leva un regard bouleversé. Il ne reviendrait pas. Pas après ce qu'on lui a fait. Le soir venu, Marval retrouva Juliette dans la bibliothèque. Ce pensionnat, Sainte-Cécile. Il vous dit quelque chose? Elle sembla réfléchir. Mon oncle m'y avait envoyé en cachette un été. J'étais jeune, mais il m'interdisait d'en parler. Pourquoi? J'ignore. J'y ai été enfermé, puni. Et il y avait une pièce, cachée, derrière une armoire. Marval se leva d'un bond. Il faut y retourner. La nuit tombée, ils revinrent au pensionnat. Guidée par ses souvenirs, Juliette les mena jusqu'à une grande armoire dans le dortoir abandonné. Ensemble, ils la poussèrent. Derrière, un passage étroit, creusé dans la pierre. Ils descendirent lentement, lampe torche à la main. Au bout du tunnel, une porte de fer. Et derrière, une petite pièce sombre, transformée en chambre spartiate. Sur la table, des journaux, des documents anciens et une carte du domaine des Lilas. « Quelqu'un vit ici, » murmura Marval. Il se pencha vers les papiers. Sur l'un d'eux, une inscription manuscrite. « Justice sera rendue. L'heure approche. » Et soudain, un bruit sourd derrière eux. La porte venait de se refermer. Ils étaient enfermés. Le claquement métallique résonna dans la petite pièce comme un coup de tonnerre. Juliette sursauta. Marval, lui, resta figé, l'oreille tendue. « C'est impossible, » murmura-t-il. Il se précipita vers la porte. Aucun loquet, aucun mécanisme visible. « On nous a enfermés, » souffla Juliette, la voix tremblante. Marval approcha l'oreille de la porte. Aucun bruit de pas, aucune respiration de l'autre côté. « Non, Juliette, quelqu'un nous a piégés, et il savait qu'on viendrait. » La lampe torche projetait des ombres longues et tremblantes sur les murs. Ils inspectèrent la pièce. Un lit de fortune, une cruche vide, quelques journaux récents, certains datant d'à peine 2 semaines. « Il vit ici, » affirma Marval. « Il nous observait depuis le début, peut-être même depuis le dîner. Il s'approche d'un carnet ouvert sur la table. Sur la première page, quelques mots raturés. Il croit m'avoir effacé. Ils ont enterré la vérité sous 20 ans de silence. Mais la mémoire ne pourrit pas. » Juliette, blême, lisait par-dessus son épaule. « C'est l'écriture d'Armand ? » ?»« Je pense que oui, » répondit Marval. « Ou alors, de quelqu'un qui veut qu'on le croie vivant. » Il y avait une carte grossière dessinée à la main. Le domaine des Lilas y figurait, entouré de flèches, de croix rouges, de dates griffonnées. Il préparait quelque chose.
Un plan, une vengeance, peut-être. Et s'il était encore là quelque part, demanda Juliette, et s'il nous avait enfermés pour nous faire parler? Marval observa les murs, ou pour nous écouter. Il se mit à frapper les parois avec la crosse de sa lampe. À la 4e tentative, un son différent, creux, métallique. Il s'accroupit, écarta un tapis poussiéreux et découvrit une trappe. « Voilà notre sortie, » murmura-t-il. « Aidez-moi. » La trappe s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant un tunnel étroit et humide. L'air y était plus froid, presque irrespirable. « Il faut avancer, » dit-il. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Ils rampèrent pendant plusieurs minutes, jusqu'à déboucher dans une petite cave voûtée, dont une grille donnait sur les jardins arrière du pensionnat. Marval força la serrure rouillée à l'aide d'une barre de métal trouvée au sol. Dehors, la nuit était noire, mais une lumière brillait faiblement, au loin. Une lanterne suspendue près du mur du bâtiment principal, et sous cette lanterne, une silhouette. Juliette étouffa un cri. « Là !» La silhouette ne bougea pas. Marval la fixa puis s'élança. Mais lorsqu'il atteignit l'endroit, rien. Juste la lanterne qui se balançait doucement. Et au sol, un autre bouton de manchette, identique au précédent. Ils reprirent la route vers le village, en silence. Au manoir, Catherine les attendait dans le salon, l'air plus blême que jamais. « Où étiez-vous ? J'ai eu peur. Et puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. » Elle leur tendit un petit paquet. « Ce colis est arrivé ce matin. Il était adressé à Lucien Marval. » Il ouvrit le paquet. À l'intérieur, un petit miroir fendu, une rose noire fanée et une lettre. « Tu approches, mais chaque pas vers la vérité te coûte un peu plus. Continue, si tu l'oses. Aucune signature. » Marval leva les yeux vers Juliette. « Ce n'est plus une enquête, » murmura-t-il. « C'est un jeu, et quelqu'un en contrôle les règles. » Il s'assit dans le fauteuil près de la cheminée, tenant toujours le miroir brisé dans ses mains. L'objet renvoyait un reflet difforme, comme si lui-même se dédoublait, se fragmentait. Juliette, debout à côté de lui, fixait la rose noire avec une fascination teintée d'effroi. « Cela signifie quelque chose, » dit-elle. « Le miroir, la fleur, ce sont des symboles. »« Des messages, » précisa Marval. « Ce que nous avons trouvé dans la pièce secrète, ce bouton de manchette, ces journaux, quelqu'un orchestre chaque détail. » Juliette frissonna. « Et ce quelqu'un connaît notre emploi du temps. Il savait qu'on serait au pensionnat. » Marval acquiesça. « Nous sommes suivis. Peut-être même écoutés. À partir de maintenant, plus rien ne doit être dit à voix haute. On communiquera par écrit ou dehors, en pleine nature. » Juliette s'éloigna, troublée. Dans le couloir, elle croisa Étienne, le jeune cousin qui tenait un livre sous le bras. « Vous avez entendu ce cri hier soir ?» demanda-t-il. « Quel cri ?» « Vers 2 heures du matin, comme un hurlement, venant du bureau de mon oncle. » Juliette le regarda, les yeux écarquillés. « Mais ce bureau est fermé à clé ?»« Je sais. J'ai essayé d'y entrer. Mais quelque chose, ou quelqu'un, était là-dedans. » Elle retourna vers Marval en courant. « Le bureau! On doit y retourner maintenant. » Ils y allèrent aussitôt. La serrure avait été forcée. À l'intérieur, rien ne semblait déplacé au premier regard. Mais sur le bureau, un document avait été laissé bien en évidence. Un ancien acte de propriété du domaine des Lilas, barré à l'encre noire. Et en travers de la page, une phrase griffonnée. « Tous coupables. » Marval serra les dents. Il ramassa le papier, le plia et le glissa dans sa poche. Il est revenu, et cette fois, il veut que tout le monde paie. Dehors, la pluie commença à tomber, fine et glaciale. Le vent faisait claquer les volets, et quelque part dans l'ombre, un homme observait encore. La partie venait à peine de commencer. Le lendemain matin,
Le manoir semblait figé dans une brume étrange. Les murs suintaient d'humidité, et chaque planche du parquet grinçait comme si la maison elle-même voulait avertir de ce qui allait venir. Lucien Marval se leva à l'aube, l'esprit encore hanté par les mots tracés sur l'acte de propriété. Tous coupables. Il relut la phrase une dernière fois, seul dans sa chambre, avant de la brûler dans le foyer de la cheminée. C'était un avertissement, peut-être une menace, mais aussi une clé, car si tous étaient coupables, alors chacun portait une pièce du secret. Après un rapide déjeuner silencieux, il rassembla les 5 survivants du dîner autour de la grande table du salon. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. L'atmosphère était pesante. « Je vais poser une seule question, » dit Marval. « Et chacun de vous va y répondre sans détour. Que s'est-il vraiment passé il y a 20 ans au domaine des Lilas ?» Un silence. Puis Catherine, les traits tirés, prit la parole. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Armand, il voulait tout arrêter. Il avait des principes. Il parlait de trahison, de corruption. Il menaçait de tout révéler. Et puis, il a disparu. « Disparu ?» répéta Marval. « Ou a-t-on fait en sorte qu'il disparaisse ?» Maître Aubrand, encore faible mais bien présent, assis dans un fauteuil, toussa légèrement. Personne ne l'a vu partir. Officiellement, il a pris le train pour Genève. Mais les billets ont été achetés par quelqu'un d'autre. J'ai découvert cela bien trop tard. Juliette, blême, les yeux rivés au sol, murmura « Mon oncle m'a parlé d'un souterrain, sous le domaine. Il m'a dit qu'on y avait caché quelque chose, ou quelqu'un. » Marval acquiesça. « Nous avons découvert un passage secret sous le pensionnat Sainte-Cécile, et tout porte à croire que quelqu'un l'utilise encore. Peut-être Armand lui-même, peut-être un imitateur. » Étienne, nerveux, tapotait la table du bout des doigts. « Vous croyez vraiment qu'il est encore vivant, après tout ce temps ? » « Je crois, » répondit Marval, « que quelqu'un veut que nous pensions qu'il l'est. Mais dans les 2 cas, la vérité s'approche, et elle fait peur. » Le groupe se dispersa, chacun retournant à ses pensées. Marval, lui, retourna dans le bureau du défunt. Là, il étala les objets retrouvés. Le bouton de manchette, la lettre anonyme, la photo ancienne, la carte du domaine, les journaux. Sur un plan du domaine, il remarqua un détail oublié. Un petit bâtiment isolé, autrefois utilisé comme remise à outils. Il n'en avait pas encore vérifié l'intérieur. Il s'y rendit seul, en traversant les jardins détrempés. La remise était envahie de lierre. À l'intérieur, une forte odeur de moisissure et de métal rouillé. Mais sous une bâche déchirée, il découvrit une trappe. Une de plus. Il descendit. Le passage menait à une pièce souterraine, voûtée. Une table, une chaise. Des cartes, encore. Des croquis. Et sur un mur, des dizaines de photographies. Des visages, ceux des convives. Des clichés récents. Certains pris à travers les fenêtres du manoir. Et au centre du mur, une image. Celle de Darcourt, avec une croix rouge sur le front. Marval sentit son cœur se contracter. Il dressait une liste, murmura-t-il. Un par un. Il sortit précipitamment de la pièce, le souffle court. Il ne faisait plus enquêteur. Il faisait partie de la cible. De retour au manoir, il croisa Catherine dans le couloir. « Vous saviez pour la remise ?» Elle recula, déstabilisée. « Non. Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Mais cette nuit-là, il dormit une arme sous l'oreiller. Vers 3 heures du matin, un hurlement déchira le silence. Tout le monde se précipita dans la chambre d'Étienne. Il était là, livide, pointant du doigt la fenêtre. Il était là, il me regardait. Marval s'approcha. Sur la vitre embuée, une trace, une empreinte de main, et un mot tracé du bout du doigt. Bientôt. Les ombres du domaine s'épaississaient. Et Lucien Marval savait désormais une chose. Le passé n'était pas enterré. Il était de retour. Le lendemain du cri nocturne,
Le manoir d'Harcourt semblait vidé de son âme. Le vent glacial s'engouffrait dans les couloirs, faisant claquer les portes et gémir les murs. Juliette préparait du thé en silence, les mains tremblantes. Étienne n'avait pas dormi. Catherine, elle, errait d'une pièce à l'autre comme un fantôme égaré. Lucien Marval, lui, relisait encore et encore les mots tracés sur la vitre. Bientôt. Il ne s'agissait plus d'une menace voilée. C'était une promesse. Et le temps pressait. Il passa la matinée à examiner les documents trouvés dans la remise souterraine. Chaque photo, chaque note, chaque dessin avait été méthodiquement classé. Une obsession. Dans un cahier jauni, il trouva un nom qu'il n'avait pas encore croisé. Frère Augustin. À côté, une adresse griffonnée. Une ancienne abbaye en ruine, non loin du domaine. Marval n'hésita pas. Il enfila son manteau et partit seul. La route jusqu'à l'abbaye Sainte-Marie de la Roche serpentait entre les collines boisées. À mesure qu'il s'approchait, le ciel s'assombrissait. Le bâtiment, à moitié effondré, tenait encore debout par miracle. Une cloche rouillée pendait, immobile, au-dessus de l'entrée. Marval poussa la porte, qui gémit longuement. À l'intérieur, le silence régnait. Un silence épais, presque sacré. Il s'aventura dans la nef, puis vers ce qui semblait être une sacristie. Là, une lumière tremblotait. Une chandelle. Un vieil homme était assis derrière une table, entouré de livres et de papiers. « Frère Augustin ?» L'homme leva les yeux, lentement. « Cela fait bien longtemps qu'on ne m'a pas appelé ainsi. » Marval s'assit face à lui. « Vous connaissiez Armand Lequien. Je l'ai caché. Pendant 3 ans. » Le cœur de Marval s'emballa. « Il est vivant ?» Le vieux moine soupira. « Il l'était. Il est venu ici après sa disparition. Il était brisé. Mais il avait une volonté de faire. Il m'a confié ce qu'il lui avait fait. Il voulait réunir les preuves, revenir, faire éclater la vérité. Puis un jour, il était parti. Il m'a laissé ses carnets, ses croquis et cette photo. » Frère Augustin tendit un cliché. Armand, plus âgé, la barbe fournie, devant l'entrée du domaine. Il fixait l'objectif avec une intensité farouche. « Savez-vous où il est allé ?» Il parlait d'un refuge, un lieu qu'il avait construit, en forêt, entre le domaine et l'abbaye. Il disait que c'était là que tout finirait. Marval prit congé. Il marcha longtemps à travers les bois, suivant les indications du moine. Au bout d'1 heure, il aperçut une petite cabane, camouflée entre les arbres. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un lit sommaire, une table encombrée de papier et un mur couvert de symboles. Des cercles, des noms, des flèches, des dates. Un immense schéma de vengeance. Et au centre, une phrase. « Je reviendrai le soir de l'équinoxe. » Marval se figea. L'équinoxe, c'était dans 3 jours. Il fouilla la cabane. Derrière une latte du plancher, il découvrit une boîte métallique. À l'intérieur, un enregistrement. Il le glissa dans son magnétophone portable. La voix était rauque, vieillie, mais reconnaissable. Ils m'ont trahi. Tous. Même elle, Catherine. Je croyais qu'elle m'aimait. Elle m'a livré. Ils ont essayé de m'acheter, puis de me faire taire. Alors je suis parti. Mais je ne pardonnerai pas. Ils croient que je suis mort. Mais je suis là, et je reviendrai. Le message s'arrêtait brusquement. De retour au manoir, Marval convoqua Juliette. Il est vivant. Et il revient. L'équinoxe. C'est le jour où tout va basculer. Elle blêmit. Vous croyez qu'il va tuer ? Je crois qu'il cherche à rendre justice. À sa manière. Ils décidèrent de réunir tout le monde le soir même. Dans le grand salon, les visages étaient fermés. La peur flottait dans l'air. Marval alluma l'enregistreur et passa le message d'Armand. Lorsque la voix retentit, Catherine pâlit brusquement. À la fin, elle fondit en larmes. « C'est vrai, dit-elle. J'ai menti. Je l'aimais. Mais j'avais peur. Mon mari m'a menacé.
Il a dit qu'Armand ruinerait la famille. Alors j'ai gardé le silence. J'ai participé à son silence. Maître Aubrac prit la parole à son tour. Je savais qu'il préparait son retour. Il m'avait écrit une dernière lettre, mais je ne l'ai jamais reçue. Juliette, les mains tremblantes, sortit une enveloppe. C'est moi qui l'ai trouvée. Elle était cachée dans la bibliothèque. Marval ouvrit la lettre. Elle était datée de 2 semaines avant la mort de d'Harcourt. Je reviens. Je veux que tout soit prêt. Je ne veux pas de scandale. Juste la vérité. Si quelqu'un tente de m'en empêcher, il le regrettera. Le silence retomba. Il est déjà là, murmura Marval. Il attend. Il nous observe. Il se leva. Demain, je retourne au domaine. Il y a encore une pièce que je n'ai pas explorée, la cave à vin. Et c'est là que je trouverai ce qu'il reste d'Armand. Dans la nuit, quelqu'un frappa à la porte de la chambre de Marval. C'était Juliette. Elle tenait un vieux journal intime. C'était celui de mon père. Il y parle de la nuit où Armand a disparu. Marval prit le carnet, s'assit sur le lit et lut à haute voix. Il a crié. Longtemps. Mais personne n'a bougé. Nous avons refermé la trappe et enterré la clé. Une trappe, il doit y en avoir une autre, sous le domaine. Une que personne n'a retrouvée. Le cœur battant, Marval ferma le journal. Demain, on va creuser. Et cette fois, la vérité ne restera pas enterrée. Le jour de l'équinoxe se leva sous une lumière blanche et crue, presque irréelle. Un vent glacial balayait les champs autour du domaine des Lilas, comme si la nature elle-même frissonnait à l'approche de ce qui allait se jouer. Lucien Marval se tenait devant la vieille bâtisse, la pelle en main, les yeux rivés à la terre. Il n'était pas seul. Juliette, pâle mais déterminée, l'accompagnait. Ensemble, ils avaient passé la nuit à lire le journal de feu, le père de Juliette. Et maintenant, ils savaient, une trappe avait été scellée sous la cave à vin, au cœur même du domaine. La cave était silencieuse, poussiéreuse, encombrée de vieux fûts et de toiles d'araignée. Marval éclairait chaque recoin à l'aide de sa lampe torche. Puis il s'arrêta. Un carré du sol, délimité par des pierres plus récentes, semblait avoir été recouvert à la hâte. « C'est ici, » dit-il. Ils commencèrent à creuser. La pierre céda rapidement sous la pression. Puis, soudain, un bruit sourd. Le vide. Une trappe. Marval en écarta les restes et ouvrit lentement le passage. Une échelle descendait dans les ténèbres. « Restez ici, » ordonna-t-il à Juliette. « Pas question. Je descends avec vous. » Ils s'engouffrèrent ensemble dans le noir. L'air était vicié, humide, chargé de terre et de mémoire. Le tunnel menait à une petite crypte, creusée à même la roche. Et là, ils le virent. Un homme, immobile, assis dans un fauteuil en bois, le visage pâle, la barbe grisonnante. Armand Lequien. Juliette recula d'un pas. Marval s'approcha. Il posa 2 doigts sur son poignet. Il est vivant, faible, mais vivant. Le vieil homme ouvrit lentement les yeux. « Vous êtes venu. » Sa voix était un souffle. « Armand, » murmura Marval. « Pourquoi maintenant ? Parce qu'ils m'ont volé ma vie, et que ce soir ils seront tous là, pour écouter. » Au crépuscule, Marval fit revenir tout le monde au manoir. Catherine, Étienne, Maître Aubrac et Juliette. Ils furent conduits dans le salon, où Armand attendait, assis, couvert d'une couverture. Il leur parla d'une voix rauque, lente mais implacable. « Je ne veux pas votre pitié. Je veux que vous écoutiez. Je veux que vous sachiez ce que vous avez fait. J'ai survécu à votre silence, à vos trahisons. Et ce soir, je veux la vérité. » Catherine fondit en larmes. « J'étais jeune, j'avais peur. Mais je t'aimais. Je n'ai jamais cessé. » « Alors pourquoi ne pas avoir parlé ? Parce que ton frère m'a menacé, et je n'ai pas eu le courage. » Aubrac, tête basse, murmura « J'ai scellé l'acte de vente. J'ai accepté l'argent. Et j'ai laissé faire. J'ai trahi mon serment. » Étienne, le plus jeune, tremblait. « Je ne savais rien.
jusqu'à ce que je lise le carnet de mon père. Je suis désolé, Armand. » Un silence pesant s'abattit. Alors Marval se leva. « Vous avez entendu. Maintenant il faut décider. Cette vérité, doit-elle mourir ici ou être révélée ?» Juliette sortit un dossier. « J'ai tout rassemblé. Les lettres, les preuves. Armand mérite justice, et la famille mérite la vérité. » Le lendemain, Marval se rendit à la gendarmerie. Il remit tous les documents à l'inspecteur chargé de l'enquête sur la mort de Darcourt. 3 jours plus tard, les journaux titraient « La vérité du domaine des Lilas. Une affaire enterrée depuis 20 ans refait surface. » Aucun crime ne pouvait plus être jugé, mais les responsabilités furent exposées. Catherine quitta le manoir. Aubranc démissionna. Étienne, bouleversé, partit à l'étranger. Armand, lui, resta. Il s'installa dans la petite maison à la lisière de la forêt. Et chaque soir, Juliette venait lui rendre visite. Lucien Marval reprit sa route. Il n'était jamais resté bien longtemps au même endroit. Mais dans ce petit village de la vallée de l'Oise, il avait retrouvé ce qu'il croyait perdu. Un but. Avant de partir, il écrivit une dernière phrase dans son carnet. « La vérité a un goût étrange. Elle ne tue pas, mais elle change tout. » Et sous le ciel gris de l'équinoxe, le domaine des Lilas s'endormit enfin, en paix.